Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle livraison de votre magazine des questions environnementales et du développement durable. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli du 19 au 23 mai 2025 l'atelier national et régional axé sur le nouveau mécanisme de préservation des forêts tropicales de la planète dénommé Tropical Forest Facility Forever. Nous allons revenir sur cette actualité avec les différentes interventions des ministres ayant en charge les forêts, l'eau, l'environnement, le développement durable du bassin du Congo. La journée mondiale de la biodiversité a été célébrée à travers le monde avec comme thème harmonie avec la nature et le développement durable. Dans cette émission, nous allons vous proposer l'interview que nous avons réalisée avec Sami Ilunga, qui est le coordonnateur national de la dynamique des jeunes pour l'environnement et le développement durable. Et puis, comme vous le savez, du 10 au 13 juin prochain, Kinshasa va accueillir le Forum du bassin du Congo dans sa deuxième édition, organisée par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo-Crébac et l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à ce magazine. Ainsi, je vous le disais dans le sommaire, du 10 au 13 juin 2025, Kinshasa va accueillir le deuxième forum du bassin du Congo et cet événement grandiose, en tout cas, va être accueilli par Kinshasa et voici la bande d'annonce de cette activité. Décideurs, chercheurs, gestionnaires, investisseurs, experts, activistes et usagers de ressources en eau. Du 10 au 13 juin 2025, Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille le deuxième forum du bassin du Congo. Lieu de l'événement, centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale de l'Institut national des arts à Kinshasa, en face du Palais du Peuple, siège du Parlement congolais. Organisé par le Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo-Crébac et l'école régionale de l'eau de l'Université de Kinshasa en collaboration avec leurs partenaires. Thème de l'événement, libérer le potentiel des services de ressources en eau en vue d'atteindre le développement durable dans le bassin du Congo. Cordial, bienvenue à tous. Voilà, les rendez-vous est donc pris pour les 10, le 11, le 12 et le 13 juin 2025 ici à Kinshasa. Plusieurs structures de jeunes œuvrant dans le secteur de l'environnement ont répondu présentes à ces rendez-vous sur la compréhension et l'appréhension des problèmes environnementaux dans le bassin du Congo et la mobilisation des fonds verts pour la mise en œuvre des projets sur les terrains. Organisée par le regroupement de jeunes engagés pour la défense de l'environnement, REGED en sigle, cette rencontre avait pour objectif, entre autres, d'écouter vos préoccupations et vos expériences en matière d'accès au financement climatique, d'identifier les obstacles qui limitent votre participation au mécanisme du Fonds vert, de proposer des solutions concrètes pour améliorer les conclusions des jeunes, l'inclusion des jeunes dans les programmes de financement durable, élaborer des recommandations à l'attention des décideurs et des bailleurs de fonds. Votre voix ici dans cette salle compte. Vos idées peuvent inspirer des politiques exclusives et des mécanismes financiers mieux adaptés à vos réalités. Au cours de cette activité qui a reçu l'appui de Global Green Grant Fund et d'autres partenaires, le jeune, en tant que force devant apporter une énergie et une contribution significative dans la lutte contre les effets du changement climatique et la protection de l'environnement. Le rapport doit être soutenu dans le cadre des projets qui nécessitent des financements conséquents, particulièrement dans la protection des forêts de la RDC et du bassin du Congo. L'avenir, non seulement des forêts, congolaises, mais aussi les forêts du bassin du Congo, comme vous le savez, est le deuxième grand poumon forestier tropical dans le monde entier et qui actuellement est la forêt qui séquestre plus de carbone, donc il n'y a plus de solution par rapport au problème du changement climatique. Donc voilà pourquoi nous avons appuyé, n'est-ce pas, des réflexions de jeunes sur la durabilité dans les questions environnementales, surtout les questions forestières
en RDC et dans le bassin du Congo. Je tiens à remercier REGED pour avoir accepté de faciliter ce processus. Le REGED, dont les objectifs sont d'apporter des solutions claires et précises aux problèmes de l'environnement et du développement durable, de sensibiliser les publics pour l'éveil de la conscience environnementale tout en combattant la pollution, les changements climatiques, la déforestation et tant de catastrophes naturelles, s'attend à ce que cette rencontre aboutisse aux résultats escomptés, a souligné David Bondenga, coordonnateur du REGED. Les menaces que nous sommes en train de parcourir et à ce moment et au niveau de la République démocratique du Congo, c'est pourquoi nous les jeunes nous sommes décidés aujourd'hui d'organiser un atelier de réflexion avec les jeunes, porter des projets pour mettre leurs projets, leurs innovations sur les terrains. C'est pourquoi aujourd'hui c'est l'ouverture de notre atelier sur la compréhension et la mobilisation de fonds pour les jeunes au niveau de la République démocratique du Congo. Et cet atelier, c'est un atelier que nous sommes en train de voir, de viser loin pour demain. Et cet atelier, c'est pour avoir les stratégies des organisations, les idées communes, des camarades, pour avoir l'accès aux fonds. Vous savez, au niveau des institutions nationales et internationales, la voix des jeunes n'est pas vraiment levée. C'est pourquoi nous avons besoin que les jeunes, partout dans le monde entier, au niveau des institutions nationales et internationales, qu'ils savent que les jeunes sont là et ils ont aussi besoin d'avoir des responsabilités, et par exemple au financement pour mettre leurs initiatives en pratique. Les échanges de cette consultation ont permis à ce jeune venu des différents horizons de la société civile de se faire une idée sur les voies et moyens de financer leurs projets dans le secteur de l'environnement et surtout d'avoir les moyens disponibles pour lutter efficacement contre le changement climatique par l'adoption et l'atténuation. Je vous le disais tantôt, Kinshasa, la capitale de la RDC, était la capitale du Tropical Forest Forever Facility, ce nouveau mécanisme de préservation des forêts et des financement des activités de conservation. Autant des ministres du bassin du Congo ont répondu présents à cette grande activité pour consacrer en tout cas le financement des efforts de conservation dans la région du bassin du Congo, une initiative bien sûr qui a été prise par le Brésil et qui voudrait être en tout cas implémentée dans les bassins du Congo, qui est le deuxième poumon forestier du monde. Je vous propose de suivre tour à tour les interventions de la ministre d'État à l'environnement et au développement durable, F. Bazaïba, et puis la ministre Rosalie Matondo du Congo au Brazzaville. Suivez. Au terme de l'atelier régional d'information et d'appropriation du mécanisme dénommé Tropical Forest Forever Facility, TFFF, dont le but était premièrement d'informer les acteurs de la région sur le TFFF et susciter leur appropriation de l'initiative en tant que nouveau mécanisme dédié au financement des forêts tropicales de la planète. Deuxièmement, recueillir les contributions des acteurs de la région pour une prise en compte des réalités et besoins spécifiques au bassin du Congo dans le processus de développement de cette initiative, avec notamment la note concept 3.0 en cours de finalisation. Troisièmement, comme objectif, d'adopter un communiqué ministériel qui atteste la mobilisation et le soutien de notre région en faveur du TFFF. Et enfin, quatrièmement, de s'assurer d'un positionnement stratégique des pays du bassin du Congo dans les prochaines étapes du TFFF, notamment à son opérationnalisation. En 3 journées de travail, l'atelier que nous clôturons aura réuni dans un premier temps les experts et ensuite les ministres en charge des ressources forestières des 6 pays du bassin du Congo.
Le TFFF, il faut bien le rappeler, est un nouveau mécanisme de financement pour les forêts tropicales, mais qui se distingue par son approche totalement innovante et sa vocation à fournir des fonds perpétuels au pays. Il y repose donc sur un fonds d'investissement international regroupant des capitaux publics, privés et philanthropiques, mais aussi il propose une incitation financière à long terme fondée sur la performance de la conservation et non seulement sur la réduction des émissions. Également, il reconnaît la valeur intrinsèque des forêts intactes et le mérite des pays du bassin du Congo qui ont su préserver leurs écosystèmes d'une déforestation d'envergure. TFFF est une solution née de la coopération sud-sud, comme on a remarqué ici hier, ancrée dans une vision partagée entre pays tropicaux, celle de bâtir une architecture financière internationale qui reconnaît enfin la valeur des forêts encore intactes. Loin d'un modèle imposé, il s'agit d'un mécanisme pensé par ceux qui vivent avec les forêts, pour répondre à leur réalité économique, sociale et écologique. Le TFFF permet ainsi de créer un espace de solidarité stratégique entre nations tropicales. En mutualisant les efforts de conservation et en renforçant la souveraineté, ça c'est important, la souveraineté des pays forestiers sur leur trajectoire de développement. En plaçant les pays du Sud au cœur de décision, cette initiative représente un tournant dans la manière de concevoir les politiques climatiques mondiales. Le TFFF s'appuie donc sur les expertises locales, les savoirs traditionnels et les systèmes nationaux de suivi pour construire un mécanisme robuste et transparent. Cette approche renforce non seulement la crédibilité des engagements, mais permet également de diriger les ressources financières vers les véritables gardiens des forêts. Réunis à Kinshasa en date du 22 mai 2025 dans le cadre du dialogue régional sur le Tropical Forest Forever Facility, réaffirmons notre engagement commun pour la protection des forêts tropicales, la préservation de la biodiversité et la promotion du développement durable dans notre région et à l'échelle mondiale. 2. En tant que propriétaire et gardien de la deuxième grande forêt tropicale humide du monde, nous, pays du bassin du Congo, reconnaissons le rôle essentiel des forêts tropicales humides à l'échelle mondiale en ce qu'elles absorbent et stockent des grandes quantités de carbone, régulent des régimes climatiques locaux, régionaux et mondiaux, abritent plus de la moitié d'espèces de faune et de flore terrestres de la planète et soutiennent les moyens de subsistance d'un nombre considérable des personnes, en particulier des peuples autochtones et les communautés locales. 3. Nous réitérons notre volonté et soulignons l'importance d'une coopération renforcée entre les pays des bassins de l'Amazonie, du Congo et de Bornéo-Mékong et reconnaissons le rôle et la nécessité d'un financement durable et équitable pour soutenir nos efforts de conservation des écosystèmes essentiels à la stabilité du climat mondial et au bien-être des communautés qui vivent dans les forêts et en dépendent, tel que nous l'avions affirmé lors des 2 premières éditions des sommets des 3 bassins forestiers tropicaux tenus à Brazzaville en 2011 et en 2023, ainsi que dans l'accord de coopération autour des forêts tropicales et l'action climatique signé entre la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie. 4. Depuis des années, nous en appelons à un nouveau mécanisme susceptible de combler le vide actuel
que crée le manque d'un modèle de financement à long terme pour soutenir la conservation des forêts tropicales. Ce mécanisme devra être prévisible, à même de s'étaler à l'échelle des bassins, reconnaissant non seulement les flux de carbone captés, mais aussi la valeur totale des forêts sur pied et des services écosystémiques irremplaçables qu'elles rendent à l'humanité. 5. Dans ce contexte, nous soutenons fermement l'initiative du gouvernement brésilien visant à établir le Tropical Forest Forever Facility, voyant dans celle-ci une réponse transformatrice et opportune aux lacunes persistantes et que les pays du bassin du Congo ont mises en évidence dans des multiples forats internationaux. La Journée mondiale de la biodiversité a été célébrée à travers le monde sous le thème « Harmonie avec la nature et le développement durable ». Pourquoi harmonie avec la nature? Pourquoi le développement durable? Parce qu'il faut assurer la pérennité, en tout cas, de la nature pour les générations présentes et les générations futures. Nous avons posé la question à Sami Ilunga, qui est le coordonnateur national de la dynamique de jeunes pour l'environnement et le développement durable. Voici la réponse à notre préoccupation. La Journée mondiale de la biodiversité, c'est une journée qui a été prise pour que nous célébrons ce que Dieu nous a donné. Vous savez, nous avons toujours dit que la biodiversité, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau spécial que Dieu nous a donné parce que dans la biodiversité, il y a les espèces animales que nous retrouvons, donc la faune et la flore à l'intérieur et tout ce qu'on peut retrouver, tout ce que Dieu a créé. Parce que lorsque Dieu a créé, il avait dit, il a créé, il a vu que tout ce qui a été créé était bon. Donc ça veut dire que tout ce que nous avons et qui nous donne cette beauté-là fait partie de la biodiversité. Et les signes aujourd'hui, si nous pouvons le dire, pour nous la biodiversité, c'est les merveilles. Le sens, il est clair par le développement durable parce que dans la biodiversité, il y a tous les aspects, comme je le disais là. Il y a la faune, il y a la flore. Mais lorsque nous la gérons bien, elle est source en même temps, sur le plan économique, de beaucoup de production. Parce qu'aujourd'hui, l'eau fait partie de la biodiversité. Mais il y a des pays qui sont développés seulement à cause de l'eau. Il y a des pays aujourd'hui qui ont, vous pouvez prendre le deuxième élément, les forêts, avec tout ce qu'il y a comme espèces animales. Mais aujourd'hui, il y a des pays qui sont développés à cause du tourisme qui le font dans les espaces comme les forêts, dans les savanes. Aujourd'hui, quand vous prenez le Kenya, il y a des gens qui y vont pour faire le tourisme et le Kenya fait entrer beaucoup d'argent sur le plan économique et ça permet à ce qu'il y ait un développement durable. Et lorsque il y a beaucoup de gens qui s'y rendent, il y a des hôtels qui ont de l'argent, il y a des transports qui prennent de l'argent, il y a les jeunes qui sont utilisés dans la main-d'œuvre, automatiquement ça permet à ce qu'il y ait un développement et un développement de manière globale et c'est ce développement durable que nous voulons. Et la RDC a cette capacité-là parce que la RDC elle-même, c'est un pays de la biodiversité. La RDC a ses ressources sur le plan faunique et sur le plan floristique. Donc la RDC peut être parmi ces pays qui, aujourd'hui, si nous prenons plus du sérieux, pouvons faire développer notre circuit touristique, nous pouvons faire développer notre circuit de gestion forestière et même pour beaucoup de choses. Vous savez que le changement climatique est un grand défi pour la biodiversité. Et je crois que si nous nous mettons à travailler durement par rapport à ce changement climatique, avec les mesures d'adaptation et les mesures d'atténuation, nous pouvons arriver à s'y prendre par rapport à la biodiversité. La biodiversité connaît un choc à partir du changement climatique parce qu'il y a beaucoup des aspects qui sont touchés par le changement climatique. Aujourd'hui, vous allez connaître, on nous parle de la perte même en termes de débit d'eau à cause du changement climatique. Il y a le sèchement à cause du changement climatique. Il y a la perturbation des saisons à cause du changement climatique. Toutes ces choses-là, le changement climatique a de l'influence sur la biodiversité. Et je crois qu'il faut une adaptation par rapport à nos populations, des communautés locales ainsi que des peuples autochtones. L'électricité est un droit reconnu par la Constitution de la République démocratique du Congo, mais en tout cas, ce que nous remarquons, c'est que la population congolaise n'a pas accès à cette denrée indispensable pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi la société civile, le secteur privé en tout cas,
à chaque instant, monte au créneau pour dénoncer cette situation de manque d'électricité en République démocratique du Congo pour les populations congolaises. Voilà pourquoi la société civile a donc organisé dernièrement un café d'échange sur la fiscalité dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Et ils ont lancé la campagne dénommée « Une fiscalité adaptée pour le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo ». Je vous propose de suivre ces reportages que nous avons réalisés lors de la tenue de ce café d'échange. C'était au Silicon Village dans la commune d'Engaliema. La fiscalité dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo asphyxie les investisseurs. C'est l'analyse faite par la société civile et le secteur privé œuvrant dans ce secteur. Ils l'ont fait savoir lors d'un café d'échange tenu vendredi 23 mai 2025 à Kinshasa. Le gouvernement a mis en place bien sûr le fonds MINA, qui est un fonds qui prend le gap entre le coût de la production et le pouvoir réel des populations qui peuvent acheter cette électricité. Organisé par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP, en collaboration avec l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisées à CERD et d'autres partenaires, cette activité a visé à pousser l'État congolais à améliorer le cadre fiscal du secteur de l'électricité qui est au centre du développement, la fiscalité étant un élément clé dans le contexte du développement du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Le cadre ne peut pas nous empêcher d'avancer. Et un cadre est un élément qui est en évolution constante. Nulle part, il est dit que c'est un point d'arrivée qui est figé, qui ne va plus bouger. L'esprit de la réforme du compact, c'est l'inclusivité et donner toute sa place au secteur privé. Les organisateurs de ce café d'échange ont souligné la nécessité de poursuivre le plaidoyer pour permettre aux Congolais d'avoir accès à l'électricité et ont sollicité ainsi du gouvernement congolais une meilleure réglementation, un meilleur accès, un meilleur taux d'électrification pour la RDC. Le café d'échange aujourd'hui, il a été composé avec le secteur privé et la société civile, la CORAP, le GTERT. Son importance est de continuer un plaidoyer. Nous avons commencé différentes discussions et nous ne voulons pas qu'elle s'attarde sur le fait qu'une loi a été publiée. Nous voulons continuer à parler, à discuter, à échanger parce que nous pensons que c'est important d'alimenter le débat, mais aussi d'avoir des suggestions qui nous permettent, nous, d'améliorer notre compréhension et notre besoin de plaidoyer vis-à-vis du gouvernement congolais. Pour une meilleure réglementation, pour un meilleur accès et pour un meilleur taux d'électrification pour la RDC. Je pense qu'on ne parlera pas de terrain d'entente, nous sommes déjà tous en fait des acteurs du taux d'accès ou les acteurs de l'électricité ou d'accès de l'énergie dans ce pays. Le public est très important, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas ignorer que c'est un droit constitutionnel que de donner à sa population une énergie qui soit fiable et qui soit abordable. Donc la population de la RDC a droit à avoir son électricité. Et tout ce que le gouvernement fait, c'est de dire, puisque je ne suis pas capable de le faire aujourd'hui, qui peut être mon meilleur associé? C'est le secteur privé, parce que c'est nous qui venons avec les investissements, c'est nous qui venons tout simplement avec l'argent. Moi, je viens investir. Dans la mesure où nous avons un pays qui a 120 millions d'habitants, c'est une opportunité pour le secteur privé de se dire, je voudrais électrifier ces 120 millions d'habitants. Comment je le fais? Qu'est-ce que la loi me dit? Par contre, lorsqu'on remarque, quand on a répondu à toutes ces questions, que nous avons une fiscalité qui est aujourd'hui asphyxiante. Pourquoi est-ce qu'elle est asphyxiante? Certaines entreprises vous l'ont dit. 30%, 40% du taux ou du chiffre d'affaires qui va directement dans une recette fiscale, c'est énorme. Sachant que le gouvernement, lui, reconnaît qu'il est défaillant et qu'il n'a pas donné de l'électricité à sa population. Et donc nous devons tout simplement nous mettre sur une table pour dire voilà, est-ce possible aujourd'hui de bénéficier d'exonération pour nous permettre d'apporter cette énergie, d'investir et d'apporter cette énergie à la population. En retour, nous aurons des activités génératrices de revenus qui pourront combler le gap de l'assiette fiscale qui nous a été donnée en exonération ou en exemption. En 2023, la CORAP, en collaboration avec la CERD,
a publié un rapport qui a démontré que le secteur de l'électricité connaît une fiscalité qui asphyxie les opérateurs et ne motive pas l'afflux des investissements. Il démontre également que l'investisseur est soumis à plus de 80 prélèvements en termes de taxes, impôts et redevances dans divers secteurs connexes à son exploitation. Est-ce que le secteur peut vivre sans taxes? Nous ne demandons pas qu'on annule toutes les taxes, mais nous demandons qu'on puisse alléger. Nous demandons qu'il y ait des réflexions vraiment poussées et adaptées pour que les taxes, impôts et redevances qu'il faut payer dans le secteur de l'électricité puissent être, permettez que je le dise, adaptées. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Aujourd'hui, un opérateur qui est dans le secteur de l'électricité est appelé à payer plus de 80 taxes, impôts et redevances à différents niveaux. Ça veut dire au niveau local, au niveau, n'est-ce pas, provincial, au niveau national. Et quand nous parlons de tout ce niveau, c'est toutes les institutions possibles. Vous allez voir le ministère de télécommunications, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources hydrauliques et d'électricité, le ministère des Finances et autres. Et donc, on va simplement comprendre que cela asphyxie. Alors que la loi de 2014 était élaborée dans le but de créer ou d'améliorer au fait l'accès pour tous à l'énergie. C'était le plus grand objectif. Ça veut dire, aujourd'hui, à l'époque, on parlait de 16%, et aujourd'hui, on parle de 7%. On devait normalement aller peut-être à 30, 50% ou même 100%, parce que vous vous souvenez de tous les objectifs qui étaient pris depuis ce moment-là. Donc, le frein majeur que nous constatons aujourd'hui dans le secteur, c'est que cette fiscalité n'intéresse pas le privé. Quel est ce privé qui vient et met ses moyens pour avancer dans le secteur? Ceux qui tiennent encore, dans la plupart des cas, c'est ceux qui bénéficient des subventions. On ne saura pas atteindre l'accès universel, mais au moins, faisons les nécessaires pour doubler, tripler ce taux-là. Cela peut être possible à travers les énergies renouvelables qui se développent très rapidement. Mais malheureusement, les opérateurs qui sont dans ce secteur-là des énergies renouvelables ne savent pas importer, ne savent pas opérer comme il se doit à cause, encore une fois de plus, de l'asphyxie imposée par ce cadre légal, ce cadre fiscal plutôt non adapté. Cette activité a été l'occasion pour les organisateurs de lancer l'initiative « Une fiscalité adaptée pour le secteur de l'électricité en RDC » dans le contexte des réformes en cours dans le secteur, consistant à renforcer les plaidoyers et à contribuer de façon substantielle dans l'amélioration du cadre fiscal de l'électricité en lien avec l'objectif de développement durable 7 qui exige de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables. Dans le contrat de concession type, il est prévu que dans les obligations sociétales de tout investisseur, il doit contribuer au développement de la zone d'implantation de son projet. Entre autres, permettre cet accès à l'électricité. Mais cet accès, on a mis une lancette, mais on a dit, même les ETD peuvent s'organiser. Pourquoi pas les ECE ne créeraient pas des sociétés? Elles peuvent créer des sociétés, les provinces peuvent créer leurs sociétés qui vont s'occuper de la revente de cette énergie, de la distribution de cette énergie. Madame, Messieurs, c'est par cette note sur le café d'échange dans le secteur de l'électricité avec la fiscalité adaptée que nous bouclons cette émission. Merci de nous avoir suivis. Votre émission revient la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous serons gré vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.